passé. Et puis, j'inviterai donc à se présenter ici M. Harvey Mead, ancien commissaire au développement durable du Québec. Le titre de sa présentation, « Sortir de la pensée unique, les défis de la croissance et l'indice de progrès véritable comme piste de solution ». Ça, c'est la fin, donc pour aller au début, là, c'est vous. Non, ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Donc, comment me rendre au début, là? OK. Je suis associé aux travaux sur le développement durable depuis au moins 30 ans, depuis le début de l'utilisation du concept. Et je commence en signalant, c'est le titre du panel, que ça fait plusieurs années que je me dissocie de façon formelle et complète du concept. Nous sommes allés trop loin. Dans les années 80, quand Brundtland faisait sa consultation, quand il y avait le démarrage du recours à ce concept-là, l'idée était de penser qu'on pouvait rester riche comme nous sommes dans les pays riches, mais on pouvait ramener les pays pauvres à notre niveau. C'était ça le développement durable. Normand Mousseau a utilisé une autre façon de le dire ce matin, mais et aujourd'hui, nous sommes devant cette situation-ci avec des énormes inégalités et une superficie. Ceci, c'est une carte déformée pour montrer en fait, l'apport relatif de dépassement de la capacité de support de la planète par chaque pays. Il y a 1,5 fois la superficie de la Terre en terre sur cette carte-là. Nous sommes en dépassement de 50% depuis maintenant 25 ans. Il y a 25 ans, on était presque en respect de la capacité de la Terre à nous soutenir. Et donc, le défi, c'est premièrement des inégalités où il y a 4 ou 5 milliards de personnes qui veulent vivre comme nous, et où il y a 1 milliard et quelques qui vivent comme nous voyons ici, en hyper... on est obèse. Une façon de mettre l'accent sur cette situation-là est d'ajouter l'indice de développement humain des Nations unies, qui est l'indice sur le bas du diagramme. Les Nations unies ont décidé qu'il faut se rendre à 0,8 sur 1 pour avoir un niveau de vie raisonnable. Et tout ce qui était disparu dans la carte précédente, l'Amérique du Sud, l'Afrique et d'autres pays, se trouve en dessous de la ligne horizontale, qui est la capacité de support de la planète, mais à gauche du 0,8 qui dit un niveau raisonnable. Donc, encore une fois, un défi social énorme, et on voit les pays riches, nous, entre autres, au-dessus de la capacité de support de la planète, et en même temps, on vit très bien. On répond aux deux, on répond à l'indice de développement humain, et on dépasse, et de loin, la capacité de support de la planète. J'ai échangé brièvement avec Normand Mousseau sur ces graphiques-ci. C'est la tendance des prix des principales ressources, 33 commodités, suivies par GMO, c'est une firme d'investissement et de spéculation sur Wall Street. Il a fait les travaux sur les tendances de prix sur 110 ans. Mais le dernier pic, la dernière tendance haussière, selon le président de cette compagnie-là, est pour rester. Il dit que c'est une tendance haussière qui est permanente, et j'ai laissé dans ma présentation ces calculs qui disent pourquoi. Mais je reste, moi aussi, assez impressionné par le calcul en raison d'un autre phénomène. Ceci, c'est le scénario de base du Club de Rome. C'était produit en 1972. Je le suis depuis 40 ans. J'ai la version originale, je l'utilise assez régulièrement depuis 40 ans. Mais depuis 3 ans, il y a eu des travaux pour voir jusqu'à quel point les projections répondent à ce qui s'est passé depuis 1972. Et les lignes solides se superposent quasiment direct sur les projections. Et ça, sur une base de 40 ans,
le Club de Rome en 1972 a suggéré, en fonction d'une une centaine de boucles de rétroaction et 5 paramètres, dont les ressources, la courbe qui descend d'en haut, quel est l'avenir de la planète et de l'humanité. Et depuis peu de temps, le principal chercheur pour ce travail-là, Dennis Meadows, donne la date. Moi, je l'utilise depuis 40 ans. La date de l'effondrement des systèmes selon les projections de Club de Rome, confirmées par 40 ans de données réelles, c'est à peu près 2025. Alors, la situation, c'est que j'arrive de la Lune avec un constat comme ça dans cette salle-ci, mais en même temps, il faut voir mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas. C'est des choses assez impressionnantes en termes de travail avec des données réelles. Alors, j'ai dit, mais une façon de travailler, c'est de regarder le PIB, le principal indicateur de notre état de développement. On dit que c'est l'état de notre progrès. Les économistes écologiques, comme ils s'appellent depuis 30 ans, ont développé un indicateur complémentaire. C'est fondé sur le PIB, la partie consommation du PIB, mais on y introduit tout ce qu'il y a de coûts d'externalité, les coûts des impacts dont le PIB ne tient pas compte. Les coûts peuvent même augmenter le PIB. Et on ajoute à cela l'introduction du travail non rémunéré, surtout le travail des femmes depuis des décennies dans les pays riches, pour arriver à une évaluation de peut-être le progrès vu de façon un peu plus réaliste. Alors, j'ai passé 2 ans à faire le calcul. Mon boss, quand j'étais commissaire, ne voulait pas que je le fasse. Et je vous résume très brièvement. Hugo a dit, mais mettons ça dans le portrait de la présentation. Je vous le présente, mais je le présente dans un contexte plus global parce que je pense que juste l'IPV ne suffit pas. Ceci, c'est le regroupement des 9, je pense, secteurs environnementaux où j'ai calculé certains coûts, les coûts qui étaient calculables en fonction des données qui existent. La ligne qui monte vers le haut, c'est le coût des changements climatiques, 45 milliards de dollars pour le Québec en 2009. Et il y a un groupe de 8 autres en bas. Mais pour décortiquer l'affaire un peu plus, j'enlève les changements climatiques parce que la ligne qui est le plus haut à droite, finalement, c'est le secteur minier. C'est la plus importante soustraction dans l'IPV pour le Québec quand on fait un calcul de correction du PIB. Et le problème, c'est qu'on arrive à cette approche de façon un peu inusitée. Je vais vous en parler. Mais avant, je voudrais faire le portrait. J'ai aussi travaillé plusieurs facteurs sociaux. En haut, on a la valeur, et c'est positif, c'est le seul ajout positif d'importance dans l'IPV, c'est la valeur du travail non rémunéré. Le calcul est fait à partir de données de Statistique Canada, c'est blindé, et c'est ignoré par le PIB, parce que c'est non marchand. Et le PIB ne fait que le calcul des activités marchandes. La deuxième courbe, c'est le coût du chômage. Et on voit que depuis le début, on est monté à un niveau au-dessus de 4 %. On est rendu on a frappé le 9. Je calcule pour l'IPV le coût de ne pas avoir pu maintenir le niveau de chômage bas que nous avions dans les années 50 et 60, et c'est le résultat. C'est très important dans le calcul. Et le résultat de la correction du PIB est cela. La ligne du haut, c'est le PIB, ça monte toujours. En 2009, on n'était pas encore sorti, et un des constats de ma présentation, c'est qu'on n'en sortira pas. La deuxième ligne, c'est l'IPV, qui est à peu près la moitié en termes de valeur, dollar, monétaire, la même base que le PIB. Mais si j'enlève la valeur du travail des femmes non rémunérées depuis des décennies, on arrive au constat, à la conclusion que le PIB surestime par 3 fois le progrès que nous avons connu pendant 50 ans, ou 40 ans dans mon cas. Pendant qu'on oublie
qu'on mesure mal la situation, on a une situation où le PIB lui-même est en baisse constante et inéluctable depuis 50 ans. Et voilà la présentation pour ça. Alors, le constat que je fais, c'est les ressources non renouvelables font partie de notre capital. Elles ne peuvent pas être renouvelées. Et donc, quand on les exploite et quand on les exporte, c'est une perte sèche. En termes de pétrole, on a une charte ici, un graphique qui montre la baisse de rendement pour ce qui a du pétrole dans notre économie. On fait le même sorte de calcul, quelle est la durée des réserves des ressources non renouvelables, et on arrive à constater qu'il reste quelques décennies pour plusieurs de ces métaux-là. M. Dufour parlait justement le premier principe du gouvernement dans le temps avec la société minière était renouveler les réserves. Mais ce que je fais dans les PV, suivant la tradition du calcul, c'est que je soustrais net la valeur des expéditions. C'est une perte sèche. Donc, voilà le graphique pour le calcul du secteur minier pour l'IPV. Si on revient à cette question, donc, de comment on regarde la situation avec nos ressources non renouvelables, je prends l'exemple de la Chine. Ceci, c'est un graphique sur la baisse de taux de concentration des minerais de cuivre depuis 30 ans. Et on est rendu, c'est une courbe baissière permanente. On est rendu à 15 000 pieds dans les Andes, on est rendu dans le Grand Nord, comme M. Dufour disait. Des concentrations de moins en moins importantes, comme M. Rousseau disait, avec les technologies, les minières sont capables d'en exploiter, mais à un coût énergétique énorme. Et cela nous donne la situation pour l'avenir de notre économie, de nos sociétés, finalement. Ceci, c'est un graphique tiré du livre de Mousseau, et je vous recommande fortement la lecture du livre au complet, où on indique, et on fait ceci de toutes sortes de façons, dans d'autres domaines aussi, vers 15 000 $ per capita, on commence à baisser dans notre consommation de ressources parce que les infrastructures sont en place. La Chine, principale, on livre la plupart de nos marchandises en Chine, quand ça vient à question de ressources. 1,5 milliard de personnes auraient besoin de doubler leur activité économique pour pouvoir respecter le graphique que M. Mousseau a tiré de notre source. Et je vous suggère que ça n'arrivera pas. Et dans le cas du cuivre, pour prendre juste cet exemple, la Chine aujourd'hui consomme 7 millions de tonnes de cuivre. Les projections pour d'ici 20 ans, c'est que la Chine aura besoin de 20 millions de tonnes de cuivre pour loger les 300 millions de paysans qui veulent déménager en ville, nouvelle ville. Alors que les gisements de cuivre sont de moins en moins concentrés et de plus en plus loin, nous sommes devant des ressources non renouvelables, non conventionnelles, strictement parallèles au pétrole et gaz non conventionnels comme les sables bitumineux. Alors, projection pour la Chine, s'il suivait le Japon, il ferait la courbe à gauche. S'il suivait la Corée du Sud, il suivrait la deuxième courbe. Ni l'une ni l'autre ne fonctionne selon les spéculateurs et les gens de Wall Street, d'où ça s'est tiré. C'est 55 millions de tonnes dans le graphique de gauche, c'est 20 millions de tonnes dans le graphique de droite. Les projections sont que la Chine va être obligée de réduire son optimisme par la moitié, sinon plus. Et j'en parle parce que c'est le marché pour notre exploitation minière au Québec et un peu partout sur la planète.